Honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, ici représenté, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes. Les nations se construisent par les espérances qu'elles portent. Elles se forgent aussi dans les épreuves qu'elles surmontent et dans la vérité qu'elles ont le courage de présenter et de regarder en face. L'histoire de la République démocratique du Congo est celle d'un peuple éprouvé, mais jamais vaincu, meurtri, mais toujours debout. Un peuple qui, au cœur des tragédies, n'a jamais renoncé à la paix, à la justice et à l'unité nationale. En cette journée commémorative du Génocauste, notre nation rassemble sa mémoire, sa douleur et son espérance. Elle ne le fait ni pour raviver les blessures, ni pour demeurer prisonnière du passé, encore moins pour se constituer un fonds de commerce, mais pour rétablir la vérité, rendre aux victimes la place qui leur revient dans notre histoire et préserver les générations futures du retour de l'innommable. Aujourd'hui, la République tout entière se tient debout dans le silence, le recueillement et la dignité. Elle rend hommage aux millions de femmes, d'hommes et d'enfants victimes de guerres, des massacres, des déplacements forcés, des violences sexuelles et des autres atrocités qui ont endeuillé notre pays. Elle honore la mémoire des victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et du crime d'agression, ainsi que de tous les actes dont l'établissement rigoureux des faits et l'examen au regard du droit international sont susceptibles de révéler le caractère génocidaire. La République s'incline devant les familles endeuillées, les communautés meurtries, les survivantes et les survivants qui portent encore les marques de la violence. Elle s'incline devant les victimes privées jusqu'à leur nom, devant celles demeurées sans sépulture, sans reconnaissance et, trop souvent encore, sans justice. Aucune de ces vies ne saurait être réduite à un chiffre. Derrière chacune d'elles, il y a un visage, une histoire, une famille, des rêves et une promesse d'avenir. Chacune appartient désormais à la conscience de la nation. Chacune nous oblige. Avant de poursuivre cette adresse, je vous invite à observer quelques instants de profond recueillement en mémoire de toutes les victimes des tragédies qui ont endeuillé notre pays. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, aucun peuple ne peut bâtir un avenir solide en détournant le regard de son histoire. Pour la nation congolaise,
Se souvenir ne signifie pas demeurer prisonnière de la douleur. La mémoire n'est ni le culte du passé, ni l'entretien des blessures. Elle est une œuvre de vérité, une exigence de justice et un rempart contre le retour des atrocités. De Kasika à Makobola, de Katogota à Mwenga, de Shabunda à Kamituga, de Bukavu à Uvira, de Tingitingi à Kalima, de Nyankunde à Kisangani, de Kishiche à Rutshuru, de Kichanga à Bwito, de l'Ituri au nord Kivu, du sud Kivu au Maniema, du Tanganyika au Kasaï, pour ne citer que ces lieux, notre territoire porte les stigmates de violence d'une extrême gravité. Derrière chacun de ces noms, il y a des vies fauchées, des familles décimées, des villages anéantis, des femmes et des enfants martyrisés, des communautés dispersées et des populations entières contraintes à l'exil. Il y a surtout des destins humains qu'aucun chiffre ne pourra jamais résumer. Ces tragédies ne sont pas une simple succession d'événements isolés. Elles s'inscrivent dans des cycles de violence, de prédation, d'ingérence et d'impunité qui ont meurtri notre peuple et fragilisé notre cohésion nationale. Dans plusieurs territoires, les structures traditionnelles et communautaires ont été déstabilisées. Des autorités coutumières ont été assassinées, écartées ou remplacées sous la contrainte afin de désorganiser les communautés et de soumettre les populations à des entreprises de domination contraires à leur volonté et à la souveraineté de notre pays. Face à cette histoire, la République ne peut ni se taire ni se résigner. Elle doit rechercher et établir les faits, recueillir les témoignages, préserver les preuves, identifier les victimes et honorer leur mémoire. Elle doit également transmettre aux générations futures une histoire fidèle à la vérité, affranchie du déni, de la falsification et de l'oubli. C'est de cette exigence nationale qu'est né le Génocoste. À travers le Génocoste, l'État prend un engagement fondamental, ne laisser aucune souffrance congolaise sombrer dans l'indifférence, aucun crime se dissoudre dans l'oubli, aucune victime être ensevelie une seconde fois sous le silence de l'histoire. Cette commémoration n'est dirigée contre aucun peuple. Elle n'est ni un appel à la haine, ni une invitation à la vengeance. Elle ne vise pas à opposer les communautés, ni à imputer à des peuples entiers la responsabilité de crimes commis par des individus, des groupes organisés et des appareils de pouvoir. Elle affirme au contraire une conviction universelle. Il ne peut y avoir de paix véritable sans vérité, de réconciliation durable sans reconnaissance des souffrances, ni de justice lorsque la dignité des victimes est sacrifiée au calcul de l'opportunité politique. Nous devons, dans le même temps, maintenir une distinction rigoureuse entre le devoir national de mémoire et la qualification juridique des faits. Le Génocoste est le cadre mémoriel dans lequel la République honore les victimes des crimes internationaux et des violations massives des droits humains commis sur son territoire. La qualification juridique de génocide relève quant à elle des exigences du droit international. Elle doit être établie par les institutions compétentes sur la base des faits, des preuves et des critères juridiques applicables. Ces deux démarches ne s'opposent pas, elles se complètent. La mémoire recueille, conserve et transmet.
Le droit enquête, qualifie les crimes et établit les responsabilités. La mémoire protège les victimes contre l'effacement. La justice protège la société contre l'impunité et la répétition. C'est pourquoi le gouvernement de la République est engagé, sous mon impulsion, à faire progresser avec méthode, constance et détermination ces deux exigences indissociables, préserver la mémoire de notre peuple et faire avancer l'œuvre de justice. Nous le devons à la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Nous le devons aux survivants. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons à la République. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, cette commémoration revêt cette année une gravité particulière. Alors que la nation se recueille en mémoire de celles et ceux qui furent arrachés à la vie, d'autres familles congolaises subissent encore les massacres, les violences sexuelles, les déplacements forcés, le pillage de leurs ressources et l'accaparement de leurs terres. Une partie de notre territoire à l'est demeure illégalement occupée, tandis que des millions de nos compatriotes vivent dans la peur, le deuil et l'exil intérieur. La République démocratique du Congo reste confrontée à l'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs, notamment l'AFC M23. Cette entreprise meurtrière, fondée sur une logique de conquête et de prédation, viole notre souveraineté, menace notre intégrité territoriale et bafoue le droit du peuple congolais à vivre libre et en paix sur la terre de ses ancêtres. Aux victimes d'hier et d'aujourd'hui, aux survivants, aux familles éprouvées et aux communautés meurtries, j'adresse au nom de la nation cet engagement solennel. Votre souffrance ne sera jamais reléguée à l'oubli. Votre dignité ne sera jamais négociée. Votre droit à la vérité, à la justice, à la réparation et à la sécurité sera défendu. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, notre histoire nous enseigne que les atrocités ne surgissent jamais sans signe précurseur. Elles deviennent possibles lorsque la violence se banalise, que la haine se propage, que la parole déshumanise, que la prédation s'érige en système et que l'impunité encourage le crime. C'est pourquoi la mémoire ne saurait être un simple regard porté sur le passé. Elle est une exigence du présent et une responsabilité envers l'avenir. Elle nous commande de protéger nos populations, de consolider notre unité nationale, de défendre l'intégrité de notre territoire et de combattre sans relâche le négationnisme, la falsification de l'histoire, la manipulation de l'information, ainsi que toute incitation à la haine et à la violence. En ce jour de recueillement national, je réaffirme solennellement devant la nation et la communauté internationale l'attachement indéfectible de la République démocratique du Congo à une paix juste, durable et vérifiable, fondée sur le droit international, le respect de la dignité humaine, la souveraineté des États et l'intégrité territoriale. Mais que nul ne se méprenne. Notre volonté de paix n'est ni une faiblesse, ni un renoncement. Le peuple congolais a le droit de vivre libre, en sécurité, dans l'unité de sa patrie et dans la pleine maîtrise de son destin. Ce droit est imprescriptible. Il n'est ni négociable, ni révocable. Il appartient à chaque Congolaise, à chaque Congolais et à toutes les générations appelées à leur succéder. Le devoir de mémoire et la défense de notre souveraineté procèdent ainsi d'une même exigence: protéger la vie, établir la vérité, rendre justice,
préserver la dignité humaine et garantir à notre peuple la paix à laquelle il aspire légitimement. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, le devoir de mémoire ne saurait se réduire à une invocation. Il doit prendre corps dans l'action publique, s'inscrire dans la durée et s'appuyer sur des institutions solides, une législation adaptée, des réparations effectives, une recherche indépendante et une transmission organisée aux générations futures. C'est dans cet esprit que, fidèle à l'engagement pris envers la mémoire sacrée de nos millions de victimes, j'avais annoncé le 2 août 2025 la création du Musée national du Génocauste. Un an plus tard, cet engagement entre dans sa phase de concrétisation. Les études préparatoires sont engagées et les travaux de conception progressent. Ce musée aura pour vocation de préserver les archives, les témoignages, les preuves matérielles et les travaux scientifiques relatifs aux crimes internationaux commis sur le territoire de notre pays. Il sera un lieu de recueillement pour les victimes et leurs familles, un centre de référence pour les chercheurs, un outil de transmission pour les enseignants et pour notre jeunesse, une école de vérité, de conscience patriotique et de vigilance citoyenne. Il ne sera donc pas seulement un édifice, il sera un sanctuaire de la mémoire nationale, un lieu de connaissance et un rempart contre l'oubli, la falsification de l'histoire et la répétition des tragédies qui ont endeuillé notre peuple. J'enjoins au gouvernement et aux structures techniques compétentes de poursuivre la réalisation avec détermination et célérité. Sa conception devra associer les services de l'État, les institutions scientifiques et universitaires et culturelles, les spécialistes de la mémoire ainsi que les représentants des victimes et de leurs familles. Cet ouvrage devra donc répondre aux standards les plus exigeants en matière scientifique, muséographique, architecturale et technologique. Notre ambition est d'en faire une institution de référence en Afrique et dans le monde, à la hauteur de la gravité de notre histoire et de la dignité de notre peuple. Dans cette même dynamique, j'invite le Parlement à finaliser les textes nécessaires afin de mieux adapter notre cadre juridique aux exigences de la justice transitionnelle, à la protection de notre patrimoine mémoriel et à la lutte contre le négationnisme, la falsification de l'histoire, ainsi que les discours qui banalisent, préparent ou justifient les violences de masse. J'attends également du gouvernement qu'il poursuive résolument la mise en œuvre de la stratégie nationale d'appropriation du Génocauste et de plaidoyer en faveur des victimes et qu'il lui garantisse, dès le prochain exercice budgétaire, les moyens humains, techniques et financiers nécessaires. Cette stratégie constitue désormais notre cadre de référence en matière de mémoire, de reconnaissance, de justice et de réparation. Elle doit fédérer l'ensemble des institutions et des acteurs concernés autour d'une même ambition, établir la vérité, rendre justice aux victimes et inscrire leur mémoire au cœur de notre conscience collective. Je demande en conséquence la pleine opérationnalisation de ces mécanismes de suivi et d'évaluation. Les responsabilités doivent être clairement établies, les résultats régulièrement mesurés et les institutions tenues de rendre compte de leur action. Je tiens à cet égard à saluer le travail accompli par toutes les parties prenantes engagées dans le processus de réparation intégrale des victimes, mais bien plus à toutes celles et tous ceux qui, souvent loin de la lumière, recueillent la parole des survivants, documentent les crimes, accompagnent les familles et contribuent à restaurer leur dignité. Je veux cependant le rappeler avec la plus grande clarté,
Les réparations ne sont ni une faveur, ni un acte de charité publique. Elles constituent une obligation de justice, une expression concrète de la solidarité nationale et une étape indispensable dans la restauration de la dignité des victimes. Elles doivent être conduites avec efficacité, transparence, équité et proximité. Elles doivent atteindre les victimes, répondre à leurs besoins réels et produire dans leur vie des effets concrets, perceptibles et durables. C'est à cette exigence que doivent répondre toutes les institutions concernées. Mais notre action ne saurait s'arrêter à nos frontières. Notre diplomatie doit pleinement assumer sa responsabilité dans la reconnaissance internationale de l'histoire congolaise. Cette reconnaissance ne résultera ni d'une indignation passagère, ni de la seule évocation de nos souffrances. Elle se construira par la rigueur scientifique, la conservation des preuves, la qualité de la documentation, le dialogue avec les institutions internationales et la constance de notre plaidoyer. J'appelle donc nos missions diplomatiques et consulaires à porter avec méthode et détermination cette diplomatie de la mémoire, de la vérité et de la justice. La République démocratique du Congo poursuivra ses démarches en faveur de la reconnaissance des génocides commis sur son territoire, sans jamais minimiser les autres crimes internationaux établis ou ceux dont la qualification devra être déterminée conformément au droit international. Elle continuera de porter cette exigence auprès des Nations unies, de l'Union africaine, des organisations régionales, de ses partenaires bilatéraux et de toutes les instances compétentes. Elle le fera dans le respect du droit international, sur le fondement des faits rigoureusement établis et avec la détermination sereine d'un peuple qui ne demande pas une faveur, mais une justice. Notre démarche ne vise ni à opposer les peuples, ni à instaurer une concurrence entre les mémoires. Aucune souffrance ne doit être instrumentalisée contre une autre. Aucune mémoire ne doit se construire sur l'effacement d'une autre. Elle repose sur un principe simple, intangible et universel: la vie d'une victime congolaise a la même valeur que celle de toute victime de crimes de masse, quelle que soit son origine, son pays ou son destin. La justice ne peut se prétendre universelle si elle tolère une hiérarchie entre les victimes, les mémoires ou les souffrances. Elle ne devient véritablement universelle que lorsqu'elle reconnaît à chaque vie humaine la même dignité, à chaque victime le même droit à la vérité et à chaque peuple le même droit à la justice. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, notre devoir dépasse le temps d'une génération. Elle consiste à établir la vérité, à rendre justice, à réparer les blessures autant qu'il est humainement possible et à transmettre la mémoire de celles et ceux qui ont payé le prix le plus lourd des violences imposées à notre pays. Le Génocauste est bien davantage qu'une date dans notre calendrier national. Il est le moment où la République s'incline devant ses victimes, mesure ses devoirs envers elles et renouvelle sa promesse de ne jamais les abandonner au silence, à l'indifférence ou à l'oubli. C'est pourquoi je vous appelle en cette journée nationale de commémoration du Génocauste à renouveler 3 engagements. Premièrement, ne pas oublier. Garder vivants les noms, les visages et les histoires de nos victimes, car un peuple qui les oublie
perd une part de son histoire et de son âme. Deuxièmement, ne jamais laisser les atrocités se répéter. Combattre sans relâche la haine, l'impunité, la prédation, la manipulation des identités et toutes les atteintes à la dignité humaine, car aucune paix durable ne peut être bâtie sur l'injustice et le déni. Troisièmement, enfin, commencer à guérir. Guérir par la vérité, la justice, la réparation et la solidarité. Guérir par une réconciliation qui ne signifie ni l'oubli, ni le renoncement à la justice, mais la volonté de reconstruire ensemble une nation plus fraternelle, plus juste et plus forte. Tel est le devoir de notre génération. Telle est la promesse que nous devons aux victimes, aux survivants et aux générations qui nous suivront. Permettez-moi enfin de reprendre cette parole de foi et de conviction tirée du livre du prophète Naoum, chapitre 1, verset 9b, « La détresse ne paraîtra pas deux fois ». Fin de citation. Puissions-nous tous nous engager, avec l'aide de l'Éternel, activement, afin que plus jamais ces atrocités ne se produisent plus dans notre pays, quelles qu'en soient les raisons ou les motivations. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir, plus jamais seul. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, les discours du président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, la très distinguée Première Dame, chers invités, à vos titres, qualités, tout protocole observé, bonjour. On m'appelle Mami Kahambou. Je suis originaire de l'Est de la République, dans la province du Nord Kivu. À l'âge de 6 ans, ma mère était morte lorsqu'elle voulait mettre au monde la femme qui venait juste après moi. Notre papa nous avait abandonnés. J'ai grandi dans des conditions très difficiles parce que notre papa nous avait abandonnés aussi suite aux mésententes qui étaient entre ma famille maternelle et ma famille paternelle. J'avais commencé les études primaires grâce à une Samaritaine du quartier. Nous étions restés seuls dans notre maison avec ma grande sœur à Kanyabayonga. En 1996, lors de l'opération Mbata, le 1er juin, la maison que notre maman nous avait laissée était incendiée. Ma grande sœur, comme on n'avait pas où aller, était partie à Goma pour chercher le boulot afin de subvenir à nos besoins. Lors de l'attaque de l'AFDEL à Goma en 1997, ma grande sœur était victime de bombes larguées par des rebelles. Elle avait survécu, mais 4 ans plus tard, elle était morte suite aux éclats qui étaient restés dans son corps. Encore une fois, j'étais restée orpheline. J'ai grandi dans des conditions difficiles. J'avais le goût d'étudier, mais personne n'était pas là pour prendre en charge mes études. Grâce à Dieu, quand j'ai eu l'âge adulte, j'ai intégré la chorale Maranatha de la CBK francophone Matanda à Butembo. Et là, on m'a fait apprendre la coupe et couture que j'ai gagné ma vie. En 2005, j'ai eu un mari
Et mon mari, pour l'amour qu'il avait avec moi, il m'a remis au bas de l'école. Comme j'avais l'âge adulte, il n'y a plus moyen de reprendre le bas de l'école comme tous les enfants. J'avais fait l'école de récupération des adultes à l'Institut Visok et Goma. Arrivé à 6e année, nous devrions présenter les examens d'État. Comme adultes, on n'avait pas de place dans des écoles pour présenter comme des réguliers. On devrait présenter comme des autodidactes. Comme autodidactes, on avait peur de ne pas décrocher nos diplômes. Et l'idée nous était venue à tête disant que dans les territoires de Walikale, là quand même on accepte que les gens étudient, que les gens présentent, parce que dans le Walikale, il y a des us et coutumes rétrogrades qui ne favorisaient pas les gens à étudier. Et nous, en tant qu'adultes, on avait dit on va profiter de ces territoires pour la représenter. C'était le 23 juin 2009. Lors de l'allée vers Walikale, il y a un village qu'on appelle Kalembe. À Kalembe, il y avait une base de la MONUSCO qui escortait tout passant pour aller à Pinga. Donc Kalembe est à 36 km de Pinga, là où on devrait présenter les examens d'État. Les tronçons étaient réputés insécures. C'est pour cela que la MONUSCO escortait tous les passagers qui voulaient emprunter Pinga. Lors de l'allée, le 23 juin 2009, la MONUSCO nous avait escortés jusqu'à Pinga et nous avions passé nos examens sains et saufs. Pour retourner à Goma, c'était le 29 juin. On a sollicité encore une fois la MONUSCO qui est basée maintenant à Pinga pour nous ramener à Kalembe, là où on doit prendre un véhicule pour retourner à Goma. La MONUSCO de Kalembe avait dit que, vu que c'est la veille de l'indépendance de notre pays, il ne peut pas bouger. Avec l'ambiance des élèves, on avait emprunté la route seule, sans escorte. Arrivé à Minjenje, c'est un pont qui est au milieu de la route, donc entre Kalembe et Pinga, près du village Malemo. Nous avions rencontré des hommes en uniforme qui parlaient étant rwandais. Ces hommes nous avaient torturés, nous avaient pillé de tout ce qu'on avait. Et en fait, ils avaient abusé de nous sexuellement. Personnellement, j'étais abusée par le nombre dont je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais perdu connaissance. Nous avions passé plus de 4 heures avec ces hommes. Nous étions sauvés grâce aux collègues élèves qui avaient échappé de justesse, qui avaient alerté la MONUSCO de Kalembe, mais malheureusement, le pire était déjà arrivé. La MONUSCO de Kalembe nous avait aidés en nous donnant des kits PEP afin de nous sauver contre les IST, mais aussi les grossesses non désirées. J'étais vraiment traumatisée. J'avais le dégoût de vivre jusqu'au point de me suicider. Si vous me voyez encore une fois aujourd'hui, c'est grâce à l'accompagnement des organisations qui accompagnent les victimes à l'époque, la synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles, que je remercie encore une fois aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président. J'avais déjà la force après l'accompagnement. En 2013, la synergie m'avait intégré dans son staff afin d'aider les autres victimes qui avaient subi les mêmes sorts comme moi. J'ai contribué à plusieurs plaidoyers pour l'élaboration des textes juridiques protégeant les victimes. Malheureusement, le diable ne dort pas.
malgré mon engagement, mon activisme, le 27 janvier 2025, lors de l'attaque de la ville de Goma, nous étions ensemble avec mon mari et mes enfants. Comme vous savez, la ville de Goma est enclavée. On n'avait pas où aller lors des attaques des rebelles de la FCM 23. Nous étions enfermés lorsque ça crépitait, moi et mon mari. Une bombe nous était larguée. Lorsque la bombe est tombée, mon mari est touché. Il a crié, Seigneur, je viens d'être touché. On a essayé de le sauver, à l'amener à l'hôpital. Les médecins ont essayé d'intervenir. Malheureusement, il est succombé de ses blessures et il est mort. On l'avait mis dans la morgue. Malheureusement, il n'y a pas de place comme il y avait beaucoup de corps. Il n'y a pas ni électricité. 4 jours plus tard, l'hôpital a sollicité qu'on l'enterre parce qu'il commençait à se décomposer. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants. Mon mari m'a laissé avec un bébé de 6 mois. Aujourd'hui, mon bébé a 2 ans. Il commence à appeler papa. Il sillonne toute la maison. Il appelle papa. J'ai des personnes dans le monde. La guerre a détruit aussi ma maison. Aujourd'hui, si vous me voyez ici à Kinshasa, c'est grâce au Fonds national de réparation des victimes qui m'avait délocalisé, moi et ma famille. Malgré toutes ces douleurs, je me dis non. Je dois m'élever. Je dois m'élever parce qu'il y a une génération devant moi que je dois sauver pour qu'ils ne puissent pas subir ce que moi aussi j'avais subi. Il y a mes enfants qui ne doivent plus être violés comme vous. Aujourd'hui, j'accompagne les autres survivants qui ont subi les mêmes sorts comme moi, venant de tous les coins du pays. Notre rôle, en vous partageant nos histoires, ce n'est pas dans le but de vous faire stresser ni pleurer, mais plutôt d'éveiller la conscience de tout et chacun de nous. Il y a Génocostes en RDC, nous sommes là, nous survivantes. Nous devons contribuer à la recherche d'une paix durable. Nous devons dire non, on en a assez, on a beaucoup souffert. En tant que victime, nous demandons justice et réparation. Le sang des innocents crie vengeance. Le sang des victimes crie vengeance. Que les auteurs répondent. Que les auteurs répondent à ce qu'ils nous avaient fait. Je vous remercie. John. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat également représenté, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature ici représenté, distinguée Première Dame, honorables
députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et Président du comité de pilotage de la SIAVA, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le coordonnateur exécutif de la SIAVA, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les victimes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, toutes préséances protocolaires respectées. Il est des jours où une nation célèbre ses victoires. Il existe des jours où une nation célèbre ses héros. Et puis, il existe des jours où une nation regarde son histoire en face. Le 2 août est de cela. Le jour où nous entourons, c'est le jour où nous rendons hommage à celles et ceux qui ont perdu la vie. Le jour où nous entourons de notre reconnaissance les survivantes et les survivants qui portent encore dans leur chair et dans leur mémoire les blessures de ces crimes. Le jour où nous honorons également toutes celles et tous ceux qui, souvent au péril de leur propre vie, ont caché, protégé, soigné ou secouru des victimes lorsque l'humanité semblait avoir disparu. Ce jour nous confie à tous une responsabilité. Ne jamais les laisser sombrer une seconde fois dans l'oubli. Voilà pourquoi le 2 août, le Congo s'arrête. Il s'arrête pour écouter les voix que la violence a voulu faire taire. Il s'arrête pour honorer ceux qui ne sont plus là pour raconter leur histoire. Il s'arrête pour regarder en face une vérité trop longtemps ignorée, parfois contestée, souvent passée sous silence. Le 2 août, notre nation fait un choix. Le choix de la mémoire contre l'oubli. Le choix de la dignité contre l'indifférence. Le choix de la justice contre la résignation. Car derrière chaque statistique se cache un visage. Le visage d'une mère qui n'est jamais revenue d'un champ. Le visage d'un enfant orphelin avant d'avoir appris à lire. Le visage d'un père disparu sur une route qu'il empruntait pourtant depuis toujours. Le visage d'une femme dont le corps est devenu un champ de bataille. Le visage d'une communauté entière effacée de la carte, mais jamais de la mémoire de ceux qui ont survécu. Le génocide, ce sont des millions de vies interrompues. Ce sont Kasika, Makobola, Katogota, Kishiché, Kamituga, Beni, Mwenga et tant d'autres lieux devenus les cicatrices de notre histoire collective. Mais le génocide n'est malheureusement pas un souvenir. Il demeure une tragédie en cours. Pendant que nous sommes réunis aujourd'hui, des Congolais continuent de vivre sous la peur, l'occupation, le déplacement forcé et la violence. Pendant que nous commémorons, d'autres continuent malheureusement à devenir des victimes. Il y a quelques semaines encore, 10 jeunes Congolais ont perdu la vie à Goma, alors qu'ils célébraient simplement une victoire des léopards. Ils ne tenaient ni armes, ni uniforme. Ils ne tenaient entre leurs mains que cette joie simple et universelle qu'offre une victoire sportive. À Ouvira, j'ai rencontré une jeune fille de 15 ans, appelée Orda. Orda venait de subir une intervention chirurgicale après avoir développé une fistule traumatique consécutive aux violences qu'elle avait subies. Plusieurs hommes armés, ennemis de la République, l'avaient violée avant de lui infliger des sévices d'une barbarie indescriptible. À 15 ans, Orda porte déjà sur son corps les conséquences d'une guerre qu'elle n'a jamais choisie. Elle devait être à l'école. Elle devait parler de ses rêves, de ses études, de son avenir. À la place, elle parle de chirurgie, de douleur et de survie. Orda n'est malheureusement pas une exception. Elle est le visage contemporain du génocide. Elle est la preuve que cette tragédie n'appartient ni à l'histoire ni au livre. Elle appartient encore au présent. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs,
Le thème de cette année nous interpelle tous. Maintenant que tu sais, que fais-tu? Pendant longtemps, certains ont pu dire qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, personne ne peut plus invoquer l'ignorance. Les rapports existent. Les témoignages existent. Les fosses communes existent. Les survivants existent. Les déplacés existent. Les preuves existent. Alors la question n'est plus de savoir si cela s'est produit. La question est désormais de notre responsabilité collective. Maintenant que vous savez, que ferez-vous? Vous, responsables politiques, vous, diplomates, vous, chercheurs, vous, journalistes, vous, membres de la communauté internationale, vous, citoyens congolais. Il y a quelques mois, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion d'un match de solidarité en faveur des victimes de l'Est, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, rappelait avec gravité que depuis plus de 30 ans, des Congolais sont abattus par milliers comme des arbres, souvent dans un silence presque complet du monde. Puis il rajoutait cette réflexion qui devrait tous nous interpeller. Même pour les arbres, des associations se lèvent pour défendre l'environnement et réclamer leur protection. Comment alors accepter que des vies humaines puissent susciter moins d'indignation? Comment pourrions-nous encore invoquer l'ignorance? Car savoir et ne rien faire est une forme d'abandon. Voilà pourquoi le thème de cette année est si puissant. Maintenant que tu sais, que fais-tu? Comme l'écrivait Elie Wiesel, le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la vie n'est pas la mort, c'est l'oubli. Aujourd'hui, le Congo refuse l'oubli, mais il refuse également la haine. Parce que quand vous nous le rappeliez lors de votre allocution l'année dernière, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre peuple n'a pas besoin de haine pour exiger justice. Ce qu'il réclame, c'est la vérité, le droit et la dignité. La justice commence toujours par la reconnaissance de la souffrance. Elle se poursuit par la vérité, elle se matérialise enfin par la réparation. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la mémoire n'a de sens que si elle produit une responsabilité. Se souvenir est un devoir, agir est une obligation. Car une nation qui commémore sans réparer risque de prolonger la souffrance qu'elle prétend honorer. Si la mémoire qui nous rassemble aujourd'hui, notre responsabilité collective est de transformer cette mémoire en action concrète au service des victimes. C'est précisément pour répondre à cette exigence que le Président de la République a voulu placer les victimes au cœur de l'action publique et de doter notre pays d'un mécanisme national de réparation. Le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le FONAREV est né d'une promesse. Cette promesse, Excellence, Monsieur le Président, vous l'aviez formulée ici même devant les victimes. Plus jamais vous ne serez seuls. Depuis lors, cette promesse est devenue bien plus qu'un engagement politique. Elle est devenue notre boussole, notre devise, notre leitmotiv. Depuis sa création, le FONAREV s'efforce chaque jour de transformer cette promesse en réalité concrète. À ce jour, plus de 1,2 million de personnes ont déjà été enregistrées dans le cadre du processus national d'identification des victimes. Derrière ce chiffre considérable se trouvent autant d'histoires de souffrance, de résilience et d'espérance. Pour la première fois de notre pays, les victimes sortent progressivement de l'invisibilité. Chaque enregistrement est un nom retrouvé, une histoire reconnue, une souffrance que la nation accepte de regarder en face. Le FONAREV a également soutenu la prise en charge des victimes les plus vulnérables dans plusieurs provinces affectées par les conflits, financé des interventions chirurgicales réparatrices, faciliter l'accès aux soins de santé mentale, accompagner des initiatives communautaires de résilience et apporter une assistance aux populations déplacées ainsi qu'à nos compatriotes réfugiés. Au-delà de l'assistance, nous avons également développé des programmes de réinsertion économique afin de permettre aux survivantes
et aux survivants de retrouver leur autonomie, leur dignité et une véritable perspective d'avenir. À cet égard, le partenariat noué entre le FONAREV, FITEX et le créateur de mode Alvin Makengele autour du programme pilote de formation en coupe et couture constitue un symbole particulièrement fort. Grâce à cette initiative, 4 survivants ont participé à la confection de la tenue officielle des léopards portée par notre équipe nationale lors de la Coupe du Monde. Quel plus beau symbole de réparation que celui des victimes dont les mains hier étaient marquées par la guerre contribuent aujourd'hui à confectionner la tenue qui incarne la fierté de toute une nation. Au-delà des réparations individuelles, notre institution travaille progressivement à la mise en œuvre de réparations collectives. Car réparer une victime, c'est l'essentiel. Reconstruire une communauté, le tout autant. C'est pourquoi nous soutenons également des projets communautaires destinés à restaurer les infrastructures sociales, renforcer la cohésion locale et préserver la mémoire des victimes. Nous savons que ces efforts demeurent encore modestes au regard de l'ampleur des souffrances accumulées depuis plus de 3 décennies. Mais nous savons également qu'aucune réparation n'est possible sans un premier pas. Et ce premier pas a été franchi. Le chemin reste immense. Les attentes sont immenses. Les besoins sont immenses. Et chaque jour qui passe voit malheureusement des nouvelles victimes venir s'ajouter à celles d'hier. Mais le plus grand danger n'est pas la lenteur du chemin. Le plus grand danger serait de renoncer à marcher. Et cela, nous ne l'accepterons jamais. Tant qu'il restera une victime sans justice, une famille sans réponse ou une communauté sans réparation, notre travail ne sera pas terminé. Je voudrais ici saluer l'engagement des femmes et des hommes qui portent quotidiennement cette mission exigeante. Je pense aux agents du FONAREV, aux enquêteurs, aux équipes médicales, aux psychologues, aux juristes, aux assistants sociaux et à tous ceux qui travaillent parfois dans des conditions extrêmement difficiles pour que les victimes retrouvent une part de dignité et d'espoir. J'adresse également ma profonde reconnaissance à tous nos partenaires nationaux et internationaux, aux agences des Nations Unies, aux organisations de la société civile, aux institutions publiques, ainsi qu'aux associations des victimes qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de notre mandat. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le combat pour la mémoire n'appartient pas uniquement aux victimes. Le combat pour la justice n'appartient pas uniquement aux institutions. Le combat pour la réparation n'appartient pas uniquement au FONAREV. C'est précisément pour cette raison que le Génocos doit demeurer au-dessus des clivages politiques, des appartenances institutionnelles et des divergences de circonstances. Les victimes sont de la nation congolaise, dans sa diversité politique et socioculturelle, au-delà de nos contradictions et divergences. Comme référentiel mémoriel, le Génocos n'appartient à aucune institution. Il n'appartient ni au gouvernement, ni au FONAREV, ni à une organisation particulière. Il appartient à toute la nation. Il est l'affaire de chaque Congolais où qu'il se trouve. Et aucune cause ne mérite davantage notre unité que celle des victimes de notre histoire commune. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi de conclure ce discours avec cette parole du prophète Ésaïe que nous avons pris l'habitude de rappeler lors de ces commémorations. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière et la gloire de l'Éternel se lèvent sur toi. Oui, le Congo se relèvera, non pas par l'oubli, mais par la vérité. Non pas par la vengeance, mais par la justice. Non pas par le silence, mais par la mémoire. Et non pas malgré ses victimes, mais avec elles. Parce que notre combat n'est pas seulement celui de la mémoire, il est celui de la dignité, il est celui de la vérité, il est celui de la justice et il est celui de l'espérance. Alors maintenant que nous savons, engageons-nous pour nos morts, pour nos survivants,
pour nos enfants, pour la République. Car le génocoste nous impose un devoir simple et immense à la fois. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. Je vous remercie. Excellences, Messieurs, Président de la République, chef de l'État, la très distingueuse invitée, bonjour. Voilà, vous avez vu les images. Là-bas, j'avais que 5 ans. C'était en 2002. Les rebelles rwandais ont pris mon village. J'étais encore enfant. J'avais que 5 ans. C'était vraiment difficile de connaître même mon tribu. Mais ce que je retiens, dans ces villages, il y avait des Bashi et des Babembe. Donc les rebelles faisaient l'usage comme on vient de l'expliquer. Ils nous prenaient, ma famille et d'autres personnes de mon village, et nous enfermaient dans des cases, nous brûlaient vifs. J'ai vu des cris. J'ai été ramassé par un agent de la Croix-Rouge. C'est celui qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Cette personne a pris mes soins, a pris en charge mes études. Malheureusement, comme la mort ne prévient pas, la mort ne pardonne pas, lui aussi a rendu l'âme en 2016. Aujourd'hui, je vis avec des cicatrices. Des fois, mes cicatrices parlent avant même ma voix. Des fois, mes cicatrices expliquent tout ce que j'ai passé à l'est du pays. Voilà. À l'âge de 5 ans, je devrais étudier, je devrais jouer, je devrais rire. Mais moi, j'ai connu le pire. Voilà. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire tout ce qui m'est arrivé suite à l'émotion. Mais je vous dis que je suis une preuve, je suis un témoin, je suis une victime que la guerre existe à l'est du pays. Alors, je tiens à remercier Son Excellence, Président de la République, d'avoir mis en œuvre, d'avoir accepté la création de la FONAREV et la CIEVAR. Ça nous permet aussi de s'exprimer, de dire tout ce qu'on a eu à passer. Je dis et je vous remercie.